revenir à l'actualité de cette rentrée et bien sûr à l'entrée en vigueur le 14 septembre dernier de la directive européenne sur les services de paiement et des nouvelles normes techniques de réglementation qui imposent désormais une authentification forte des clients pour les paiements sur Internet. Je vais appeler à me rejoindre sur cette scène les 6 participants de notre première table ronde. Julien Lassalle, Yohan Ouaziz, Amaury Bentaïd, Bertrand Pinault, Frédéric Loss et Loïs Moulin. Voilà, venez me rejoindre, on peut vous applaudir pour vous accueillir. Installez-vous comme vous le souhaitez. Merci à tous les 6 d'être avec nous ce matin. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec cette date butoir du 14 septembre 2019. Et une première question assez simple, que s'est-il finalement réellement passé le 14 septembre ? Est-ce que la catastrophe qui était annoncée pour le e-commerce s'est-elle produite ? Je vais commencer avec vous, Yohan Ouaziz, pour Fnac Darty. Et je vais vous donner un micro. Voilà. Bonjour à tous. Okay. Effectivement, le 14 septembre, entrée en vigueur les RTS DSP2 officiellement. Donc le 14 septembre, comme vous le savez, il ne s'est pas passé ce grand Big Bang tant attendu par la place. En effet, on a travaillé assez activement avec les différentes commissions FEVAD et FBF pour mettre en place un plan de transition, parce que finalement, tout l'écosystème du paiement, que ce soit de l'e-commerçant au PAT, au réseau, à l'acquéreur, émetteur, n'était pas prêt concrètement. Cela a été dû principalement aussi à la publication tardive des RTS et à son évolution, que ce soit le 3DS 1.1, le 1.2, et puis je pense dans les années à venir, dans les mois à venir, le 1.3 et ainsi de suite. Vous étiez préparé tout de même en cas de problème, j'imagine. Effectivement, un groupe comme Fnac Darty s'était préparé, s'était renseigné. On a bien évidemment nos services de veille réglementaire. On a aussi notre capacité à suivre ce qui se passe sur l'écosystème du paiement. Je l'ai dit tout à l'heure avec nos amis de la FEVA, de la FBF. Donc on s'était préparé à ce 14 septembre. On était prêt à basculer l'ensemble de nos flux sur une authentification forte et heureusement, on n'a pas eu à le faire. Bertrand Pinault pour la FEVAD, vous, quelle a été votre démarche auprès de vos adhérents pour passer ce cap du 14 septembre ? Alors sur ce point-là, on a fait acte d'innovation parce qu'on a fait de la coévolution, de la collaboration, notamment avec CB, avec l'ensemble des acteurs, nos adhérents marchands, Yohan l'a rappelé, avec CB, avec les banques, avec le régulateur. Il y a eu un gros travail effectivement de décryptage en amont de ce texte. Il y a eu un gros travail sur les parcours de paiement qu'on a analysés pour voir les impacts de ce texte. Et finalement, on est arrivé effectivement à une solution, une situation de place qu'on a pu pousser ensemble. Les prestataires techniques, je les ai oubliés, pardon, ils sont très importants dans toute cette chaîne, qu'on a pu pousser d'abord au régulateur national, la Banque de France, la CPR et l'OSMP, et puis au niveau européen auprès de l'EBA. Donc effectivement, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on travaille sur ces sujets-là et on est assez satisfait de cette co-participation, de cette co-construction d'un plan de migration qui devrait maintenant s'étaler sur 18 mois. Amaury Bentaïd, la Société Générale avait écrit à tous ses clients aussi, j'imagine, pour les préparer. Alors oui, comme l'ensemble des acteurs, que ce soit les banquiers acquéreurs et les plateformes d'acceptation technique. Alors évidemment, la communication dans un écosystème aussi complexe, avec les réflexions sur un plan de migration qu'on a co-construit, pas toujours aisé, parce que c'est quand même un sujet complexe, mais on a préparé, on a informé nos clients, et puis on va continuer à les informer, parce que on a une feuille de route, et puis il va falloir maintenant la mettre en œuvre, et donc on va continuer à informer nos clients et à continuer à travailler avec nos partenaires.
Le 11 septembre, effectivement, il y a l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement qui a publié un plan de migration, un plan qui n'a pas forcément toujours été bien compris au départ. Julien Lassalle, je vais vous laisser la parole pour faire justement un petit peu de pédagogie autour de ce plan de migration sur ces deux volets, à la fois le volet pour les consommateurs et le second volet pour les professionnels de la filière paiement. Ça marche. C'est bon. Oui, bonjour à tous. Alors, déjà, à l'origine du plan, les RTS ont été publiés en mars 2018. Dès le mois d'avril 2018, il y a une prise de conscience des régulateurs et du marché sur le fait que les 18 mois alloués pour la mise en conformité jusqu'au 14 septembre 2019 allaient être vraiment trop courts, et il y a eu un élément déclencheur à cela. Il y a eu une réponse de l'autorité bancaire européenne qui a officialisé le fait que l'authentification par code reçu par SMS, qu'on connaît bien en France, qu'on a déployé depuis le début des années 2010, n'était pas une solution réputée conforme aux requis de la DSP2. Vu le temps qu'il nous a pris pour implémenter cette solution d'authentification en France, il était évident que ce n'était pas en 18 mois qu'on allait pouvoir passer à autre chose, d'autant plus que l'usage du SMS avait quand même permis de faire des progrès très significatifs en termes de lutte contre la fraude sur Internet. Ça fait 7 ans que les taux de fraude baissent. C'est à la fois grâce à l'authentification forte par code SMS et à la fois au développement des techniques de scoring. Donc, dès avril 2018, les autorités, en lien avec les acteurs de marché sous l'égide de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, a commencé à élaborer un plan de migration qui aujourd'hui repose effectivement sur 2 volets. On a le volet historique qui est dans la relation entre l'émetteur et le porteur de la carte, le besoin de faire évoluer les modes d'authentification pour intégrer l'exigence d'authentification à 2 facteurs. On a aujourd'hui tous les grands établissements de la place qui ont des solutions, généralement basées sur l'utilisation des applications mobiles pour utiliser l'authentification embarquée sur ces terminaux, qui sont donc compatibles avec l'authentification forte. Et on est désormais dans une logique de déploiement, de capacité à toucher sous des délais contraints un grand nombre d'utilisateurs. Et l'analyse des dynamiques de commercialisation et ce qu'on pouvait faire avec une pression réglementaire accrue nous a donné comme objectif d'équiper la grande majorité des porteurs d'ici décembre 2020, ce qui fait un plan de migration sur 15 mois sur ce volet-là. Étant entendu qu'on aura toujours du côté des banques une partie de la clientèle qui est plus difficile d'accès, pour lesquelles on ne peut pas se baser par exemple sur les technologies type smartphone, et donc on accorde aux banques, sur le principe, la possibilité de traiter de cas spécifiques pendant 18 mois au-delà de décembre 2020. Voilà, cela sera laissé à l'appréciation du régulateur dans sa relation avec les établissements concernés. Le deuxième volet, qui a été établi un petit peu plus tardivement et qui fait suite à l'opinion de l'autorité bancaire européenne du 21 juin, c'est sur l'infrastructure qui permet de mettre en relation aujourd'hui les banques acquéreurs, banques émetteurs et commerçants au moment d'une transaction. C'est le 3D Secure qu'on connaît bien en France depuis plusieurs années, qui aujourd'hui est activé à la main du commerçant. C'est le commerçant qui choisit d'activer ou non une demande d'authentification. Or, les règles des RTS, les règles de la DSP2, prévoient que il y a des principes de responsabilité qui s'appliquent et que l'émetteur doit, in fine, être en capacité de pouvoir, si le juge nécessaire, de soumettre une demande d'authentification forte de son porteur. Et à l'autre bout du spectre, côté commerçant et acquéreur, le recours à des transactions non authentifiées est restreint à un certain nombre de cas d'exemption qui sont clairement décrits par les RTS. Je dis clairement décrits, c'est un peu une vue de l'esprit parce qu'un certain nombre de choses qui ont dû être clarifiées par l'autorité bancaire européenne, et dont certaines d'ailleurs n'ont toujours pas été clarifiées, on attend encore quelques réponses en la matière. Et donc sur ce volet-là, on a travaillé de façon très intensive cet été avec les acteurs du marché, à la fois côté système de paiement par carte, banques et commerçants, pour mesurer le délai nécessaire à la mise en place d'une nouvelle infrastructure, qui est principalement les versions 2 de 3D Secure. On a en cible la 2.1, tout en ayant en tête qu'il y a des choses qui pourraient être apportées en plus par la 2.2. Le but étant qu'à la fin du processus de migration, on soit dans une situation où on ne puisse pas avoir de transactions non authentifiées qui ne puissent être motivées par un recours à une exemption bien identifiée. À terme, on a tout un bagage statistique qui doit nous permettre de suivre ce qui se passe sur les différents cas d'exemption
et il faut que tous les acteurs de la chaîne soient en mesure d'assurer cette traçabilité. Dans le travail avec les établissements, avec la place, on est arrivé à la conclusion que cette migration ne peut être achevée avant un horizon de mars 2021. Donc, c'est les fameux 18 mois que la Banque de France a formalisé dans le plan de migration publié par l'Observatoire le 11 septembre et qui a été porté devant l'autorité bancaire européenne pour arbitrage. Merci Julien Lassalle pour ces explications concernant le plan de migration. On va voir sur justement le deuxième volet de ce plan. Est-ce qu'il répond aux attentes des commerçants et des banques? On va d'abord voir ça avec vous, Amaury Bentaïd. Oui, concernant la Société Générale. Bien, ce plan, comme on l'a déjà dit, hein, c'est le résultat d'un travail collectif. C'est une réussite collective. Ça veut dire que c'est un écosystème, comme ça a été décrit par notre premier intervenant, où tous les acteurs se sont enrichis les uns les autres, et au lieu d'être dans l'antagonisme, on a été dans la coopération, et c'est ce qui a permis à la place française de proposer un plan de migration cohérent, construit, et qui est extrêmement légitime de ce travail collectif. Et donc, en tout cas, en tant que banque, nous sommes très satisfaits de ce travail et de cette réussite collective. Alors, on va voir du côté des commerçants, peut-être, avec vous, Bertrand Pinouf. Oui. Qu'en est-il? Ça répond à vos attentes? Oui. Alors, je rappelle quand même deux choses importantes pour le contexte. C'est que les e-commerçants sont évidemment fondamentalement attachés à la lutte contre la fraude. Le commerce en général, bien sûr, mais le e-commerce en particulier, parce qu'il n'y a pas de contact entre l'acheteur et le marchand. Et dans ce contexte, la confiance est essentielle, et la confiance passe par un paiement sécurisé. Donc, depuis tout temps, le e-commerce travaille avec les différents acteurs ici à la lutte contre la fraude. Et il faut rappeler aussi que cette fraude en e-commerce a baissé depuis les 7 dernières années. Le taux de fraude a baissé. Donc, nous, on était tout à fait favorables à poursuivre une lutte contre la fraude avec la DSP2 et les RTS. On était particulièrement inquiets à ce que ce processus de commande soit perturbé par ces nouvelles dispositions. Il s'avère qu'avec ce plan, on va pouvoir faire œuvre à la fois de communication et pouvoir tester l'ensemble des systèmes sur une durée qui nous semble satisfaisante pour une montée en charge à horizon mars 2021. Et on espère effectivement qu'avec la collaboration qui s'est installée, tout cela se passe au mieux. Voilà. Et dans la confiance. Et dans la confiance. On va voir maintenant du côté du prestataire technique avec vous, Frédéric Loss, pour Worldline. Même question, hein, est-ce que ce plan de migration répond également à vos attentes? Nous, en tant qu'industriels, on a fortement investi. On a navigué dans cette complexité avec le support et en contribuant également avec l'écosystème. Et aujourd'hui, on est confronté à 2 catégories de marchands, ou même 3, si je résume. Il y a des petits marchands où en fait on a besoin de simplifier au maximum qu'est-ce que veut dire l'authentification forte, qu'est-ce qui change, quels sont les bénéfices, quels peuvent être les quelques risques associés. Donc il faut vraiment vulgariser. Après, on a des commerçants qui sont experts, où là, ils nous demandent beaucoup plus, au pied du mur, de pouvoir supporter l'ensemble des use cases qui aujourd'hui font la force de leur différenciation compétitive. On parle de one-click, on parle de paiement différé, on parle de recurring. Et il y avait beaucoup d'inquiétudes pour se dire est-ce que tout ça va disparaître? Donc on doit beaucoup supporter pour vulgariser sur base des infos qui sont quand même encore assez complexes, sur lesquelles toute l'industrie a encore besoin de mûrir sur le bon mot pour le décrire dans un vocabulaire compris par le marchand. Donc ça, ce sont les grands marchands. Puis après, vous avez des acteurs qui sont globaux, qui eux considèrent la France comme un pays super important, mais qui sont globaux. Et ils veulent comprendre, la France ou l'Europe, et ils veulent comprendre comment ils vont continuer à avoir une certaine agilité, et ils se posent parfois des questions à se dire, est-ce que je vais rapatrier mes flux ailleurs? Donc c'est un élément où, conjointement avec les banques, on a aussi travaillé à protéger que les flux allaient toujours rester sur la partie Europe et sur la partie France en particulier. Donc le volet éducation est extrêmement important, y compris chez nous, sur nos call centers, l'ensemble de nos supports, et les modes de distribution qui sont directs ou indirects, sous la forme de marque blanche ou de relations directes avec des marchands. Pour donner aussi un angle de l'aspect très enrichissant de notre quotidien, c'est que Worldline est un acteur
français, coté à Paris, mais on est un vrai acteur européen. Donc nous, on affronte l'ensemble de cette complexité à une échelle multipliée. Et il y a des pays ou des régions, comme les Nordiques, qui ont été beaucoup plus rigides sur cette souplesse. Donc jusqu'à très tardivement, ils n'avaient pas indiqué d'extra en termes de délai. Donc nous, il fallait qu'on conseille nos commerçants. Est-ce qu'il fallait activer 3D Secure pour l'ensemble des consommateurs suédois, par exemple? C'était la complexité. Et aujourd'hui, je dirais que c'est pour nous une superbe opportunité de remettre le paiement dans les sujets prioritaires chez les enseignes et chez les retailers. C'était pas tout le temps le cas. Là, ça met vraiment à l'agenda de l'année. C'est très bien pour notre industrie. Et sur ce dossier, est-ce que vous sentez encore des inquiétudes aujourd'hui ? Les inquiétudes, c'est que c'est plutôt pour implémenter toute la partie authentification passive, qui est une grosse partie de la proposition de valeur de cette nouvelle implémentation, et sur lequel on est encore en co-construction. Et puis bien sûr, il y a d'être très prudent entre la promesse théorique et la réalité. Donc c'est la phase de transition sur laquelle nous, on monitore en permanence. Aujourd'hui, on a fait le choix de ne pas basculer nos clients en 3DS2 sur les schémas internationaux parce que l'écosystème n'était pas encore prêt à date. On monitore en permanence. Ça peut aller mieux dans un certain pays. On a des pilotes dans X pays aujourd'hui. Ça peut aller plus vite dans certains pays parce que l'écosystème est restreint. Entre nombre d'émetteurs, nombre d'acquéreurs, c'est beaucoup plus restreint. La France et d'autres pays est un terrain beaucoup plus distribué. Donc il y aura les phases qui ont été indiquées préalablement par mes collègues. Voilà, des phases, Julien Lassalle, un plan qui va être suivi, accompagné, voilà, tout au long des phases que vous nous avez détaillées tout à l'heure. Hein, c'est bien ça, pour bien préciser. Oui, il ne s'agit pas d'accorder 15 ou 18 mois, de signer un chèque en blanc en disant les acteurs de marché, on se reverra à la fin du processus et on espère que tout se passera bien d'ici là. D'ailleurs, ce serait quelque chose qui ne serait absolument pas acceptable au niveau des régulateurs européens. Donc, en appui de ce plan, il y a effectivement la mise en place d'un pilotage avec un groupe qui se réunira très régulièrement, au moins une fois par mois au niveau de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, pour faire des points d'étape sur ce qu'il se passe à la fois sur le volet émetteur et développement de nouvelles solutions d'authentification, et sur le volet commerçant-acquéreur, sur le développement de 3D Secure. Tout ça avec des indicateurs quantifiés. On a des cibles intermédiaires à l'appui. Le but, c'est d'avoir une transition qui soit la plus linéaire possible. On ne veut pas une courbe où il ne se passe rien pendant 16 mois et on essaierait d'onboarder, d'emmener à bord tous les particuliers et tous les commerçants sur un délai record de 2 mois. Non. La logique, c'est vraiment une montée en charge progressive dès la livraison des infrastructures, la connexion des premiers prestataires techniques, des premiers commerçants et aussi des premiers porteurs de cartes, pour être en capacité de tester la capacité de l'infrastructure à traiter les transactions de bout en bout et d'assurer ensuite progressivement sa capacité à monter en charge pour à terme avoir un fonctionnement qui permette d'assurer une grande robustesse, une grande continuité à ces nouveaux systèmes. Bien sûr, allez-y Bertrand Pinault. Si je peux me permettre de compléter, effectivement Frédéric en a parlé, il y a des catégories de commerçants, des catégories d'e-commerçants. La plateformisation touche évidemment le e-commerce également. Et c'est vrai qu'il y a des parcours clients, on s'en est aperçu en faisant les études avec l'ensemble des acteurs ici présents. Il y a des parcours de paiement qui sont extrêmement complexes parfois et qui méritent peut-être un petit peu plus de temps pour se mettre en œuvre dans ce nouveau contexte réglementaire. Johan Oisiz, vous vouliez réagir également. Effectivement, je rejoins un peu tout ce qui vient de se dire. Pour notre groupe Fnac Darty, nous sommes pan-européens, français, belges, suisses, espagnols, portugais. Des plans de migration différents ou qui se rapprochent dans différents pays, des use cases d'achat omnicanaux, que ce soit du web vers le magasin, du magasin vers le web. Tout ça amène énormément de complexité. Donc ces plans de migration sont plutôt la bienvenue pour nous, clairement. Par contre, on va effectivement monitorer ce qui se passe pendant ces 18 mois et dès qu'on va pouvoir le faire, on va commencer à jouer avec ces nouveaux protocoles. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, on ne va pas attendre 18 mois, se réveiller au bout du 18e mois et dire « Ah, vite, il faut qu'on fasse quelque chose », sans savoir ce qui va se passer. Il ne faut pas oublier que derrière, on est quand même un groupe coté, il y a de la conversion à obtenir, etc. Donc on va commencer à jouer normalement avec les premiers protocoles sur Q1 et Q2, en tout cas le premier semestre de l'année prochaine, pour prendre la température et s'assurer que tout est fonctionnel
et tout est parfait. Donc ça, c'est vraiment notre stratégie, notre définition du risque qu'on a mis en place. Après, forcément, on a aussi quelques craintes par rapport à ces nouveaux protocoles. Est-ce que la chaîne sera prête de bout en bout ? Est-ce que les délais de traitement, si on est sur du 3D SV1 avec ce fameux soft decline, ne va pas prendre 2 fois plus de temps pour notre client qui va faire sa transaction de paiement ? Donc il y a encore quelques inconnus qu'on ne maîtrise pas, et c'est pour ça qu'on va jouer avec l'ensemble des protocoles. Alors on va voir justement sur les solutions qui sont mises en place à droite à gauche. Je vais vous donner la parole, Loïs Moulin. Chez CB, vous mettez en place cette solution Faster qui est en cours de test depuis plusieurs mois déjà. Est-ce que ces résultats sont probants et où en êtes-vous aujourd'hui ? Alors effectivement, l'idée de cette plateforme centrale pour sécuriser le commerce électronique en France, quelque part, en fait, elle est née en 2016, hein, et on est aujourd'hui en 2019, et donc elle a été livrée en décembre de l'année dernière, et en décembre de l'année dernière, on a fait des tests, on avait quelques cartes, un commerçant, et c'était effectivement très très marginal. Au jour d'aujourd'hui, on a environ 1,2 million de porteurs, dont les transactions sont susceptibles d'être traitées au travers de ces plateformes. On a une quarantaine de e-commerçants aujourd'hui qui sont également, dont les flux sont susceptibles d'être traités sur ces plateformes. On a un des très grands e-commerçants français pionniers qui est aujourd'hui branché, qui est Cdiscount. Et donc, lorsque ces 1,2 million de consommateurs veulent faire des transactions de commerce électronique chez ces commerçants, les flux sont donc traités par Faster by CB. Le premier enseignement, c'est que la plateforme correspond à nos attentes. Les fonctionnalités qu'on attendait sont là, sont testées, sont éprouvées avec ces volumes. C'est une vraie plateforme. C'est dans le mot plateforme, et pour revenir à ce que disait tout à l'heure Monsieur Pitt, c'est d'abord une plateforme qui met en relation les e-commerçants et leurs prestataires techniques et les banques émettrices, et derrière les banques émettrices, les consommateurs. Donc, dans notre jargon, on appelle ça un directory server, mais c'est finalement plus une plateforme de mise en relation technique. Et c'est en plus de cette plateforme de mise en relation technique, de l'intelligence artificielle, mais aussi très humaine, hein, puisqu'on a toutes les équipes de lutte contre la fraude qui travaillent à la nourrir, pour mettre en œuvre ce qu'on appelle un scoring autour de l'authentification. Et ce scoring a vocation à aider les banques émettrices à décider de faire une authentification active ou passive. Et là encore, j'insisterai sur le mot plateforme de mise en relation et la nécessité que les uns les autres se rendent un service, c'est que ça n'est pas tout seul la carte bancaire qui score une transaction. Le score de Faster by CB se nourrit des informations transmises par les e-commerçants. Ce score est transmis aux banques des clients qui, elles aussi, se nourrissent de ce score et l'enrichissent pour décider de cette authentification. Et ça, aujourd'hui, donc, Faster, ce score est mis en œuvre et fonctionne. Ce qui nous attend dans les prochaines semaines, c'est passer de 1,2 million de clients à plusieurs millions, puis à plusieurs dizaines de millions. En gros, on a 71 millions de clients in fine à brancher sur ces plateformes, de passer de quelques dizaines de commerçants à quelques milliers, puis à quelques dizaines de milliers. Au total, c'est 180 000 e-commerçants en site web en France, de passer d'un tout petit pourcentage de transactions à 10% en mars 2020, 85% en décembre 2020 et 100% au plus tard en mars 2021. Et donc voilà, aujourd'hui c'est ça qui nous attend, et on est concentré sur, non pas mars 2021, mais sur mars 2020. La période qui est très importante, c'est la période de rodage qui a commencé en gros le 14 septembre, peut-on dire. D'ailleurs, nous, dans toute l'activité de comité de réunion, ce qu'on a mis en place, on est passé
le 13 septembre d'un comité qui faisait plutôt de l'analyse, de la conception, à un comité de suivi opérationnel de la migration qui aura vocation à suivre des jalons, à suivre des KPI et notamment l'indicateur clé de la performance du e-commerce qui est le taux de transformation. C'est tout le monde a les yeux rivés sur le taux de transformation. On le mesure aujourd'hui, il est très satisfaisant dans l'écosystème de CB. Il ne doit surtout pas se dégrader dans les prochains mois. Merci. Donc on a parlé un peu mise à niveau technique. On va aussi voir un peu ce qui va se passer du côté des consommateurs, parce que ces fameuses nouvelles solutions d'authentification qui vont remplacer les SMS dans les prochains mois, ça va changer beaucoup de choses évidemment pour les consommateurs. Où en est-on? Quelles solutions vous mettez chacun en place? Peut-être on va commencer avec vous concernant la Société Générale, Amaury Bentaïd. Vous êtes une des premières banques à avoir un peu privilégié l'identification via smartphone au détriment du SMS. Je crois que ça concerne chez vous aujourd'hui 2 opérations sur 3. Cela vous a pris 5 ans, vous m'aviez dit, pour réaliser cette transition. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé et quelles vont être les étapes suivantes. Bien, comme le disait Julien Lassalle tout à l'heure, le régulateur a donné un délai supplémentaire pour pouvoir passer du SMS à de nouvelles méthodes d'authentification. À la Société Générale, on a commencé cette évolution il y a presque plus de 5 ans. Donc, comme vous venez de le dire, aujourd'hui, 2 transactions sur 3 qui sont authentifiées est authentifiée sur smartphone, et donc nous n'utilisons plus que le SMS que pour un tiers de ces transactions. Le retour, donc avec le recul et la profondeur de champ que nous avons, c'est qu'on a un retour très positif de nos clients. C'est-à-dire que ce 2 transactions sur 3 est un bon indicateur du fait que les clients plébiscitent, mais tout le monde comprendra qu'il est beaucoup plus simple de s'authentifier avec son code à 6 chiffres que l'on connaît, que c'est toujours le même, plutôt que de recevoir un SMS, de mémoriser par cœur les 6 chiffres ou les 8 chiffres qui changent à chaque fois, et d'avoir à les ressaisir sur l'écran d'authentification du site marchand, et qu'il est beaucoup plus simple de s'authentifier sur son smartphone avec le même code qu'on utilise pour rentrer sans sa banque à distance ou pour faire d'autres opérations. D'autant plus qu'il y a aussi un petit volet économique, parce qu'un SMS c'est pas gratuit, ça coûte, et que donc il peut y avoir aussi d'autres méthodes qui ont un intérêt économique. Donc on a ce premier retour d'expérience très intéressant. Et puis maintenant, on va rentrer dans une nouvelle phase, c'est l'authentification. On va passer on est passé du SMS au code confidentiel connu, et maintenant on va mettre en place, alors je ne sais pas si c'est dans les semaines ou dans les mois, mais enfin à une échéance assez rapide, une méthode d'authentification par biométrie, c'est-à-dire qu'au lieu de se souvenir d'un code, eh bien, on aura on apposera soit son empreinte digitale, soit sa reconnaissance faciale. Donc, ça, c'est des choses que l'on utilise déjà. Donc, par exemple, pour le paiement sans contact sur Paylib ou sur Apple Pay, mais notamment sur Paylib, nos clients utilisent leur empreinte, et donc s'authentifient par biométrie, par l'empreinte. Et je peux vous dire que quand on a pris l'habitude de juste poser son empreinte, quand ça arrive, le système ne marche pas, qu'il faut revenir à l'ancienne méthode du code confidentiel, personne n'a envie de revenir aux anciennes méthodes. Et donc, j'aurais tendance à dire que plus les méthodes d'authentification vont devenir fluides et entre guillemets sans couture, et plus
La problématique de la transformation, parce que c'est ce que disait Loïs tout à l'heure, hein, pour les commerçants, mais pour le business en général, ce qu'on veut tous, nous, c'est qu'on ait une économie du e-commerce qui fonctionne bien, et plus les méthodes d'authentification seront fluides, sans couture, et moins la problématique de transformation sera prégnante, et on pourra avoir la sécurité sans la gêne et sans l'abandon du consommateur. Et donc ça, c'est effectivement, je pense que c'est un axe de développement très intéressant. Et comme le disait effectivement aussi Julien Lassalle, il faudra que l'on trouve des solutions pour les cibles de clientèle. Il y aura toujours des cibles de clientèle qui resteront en dehors de ces systèmes, forcément. Qui n'auront pas forcément le smartphone, le dernier cri, vivre en zone blanche. Et avec la reconnaissance faciale, il faudra qu'on trouve des solutions qui répondent aux critères des deux facteurs. Mais je suis certain que nos ingénieurs ne manqueront pas de trouver des solutions. C'est important ça pour vos adhérents et vos clients, effectivement, de travailler sur ces solutions de transition et d'accompagnement des clients, pour éviter que ça devienne un frein à l'achat, tout simplement. Oui, bah alors sur les moyens d'authentification, on l'a dit, il y a deux plans. Hein, il y a le plan sur les moyens d'authentification, le plan sur les infrastructures. Sur les moyens d'authentification, on est moins en première ligne, dans la mesure où c'est la relation banque-client qui va être... qui fait l'objet de cette mise à jour de solutions d'authentification. En revanche, on est particulièrement attentif à ce que cela se fasse d'une façon relativement harmonieuse dans tout l'écosystème, pour pas que les clients soient perturbés par des solutions d'authentification très diverses. On a pu le voir au début du 3DS 1.0, une montée en charge de ces moyens d'authentification très, 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 très éclectique, voire folklorique parfois. Et on a vu que ça a pénalisé effectivement les taux de transformation. Taux de transformation, il y en a deux types. Hein. Il y a le taux de transformation du e-commerçant. Hein. Grosso modo, dans le e-commerce, il faut savoir que sur 100 personnes qui rentrent dans une boutique, il y en a 2,5, 3%, ça dépend des secteurs, qui transforment, c'est-à-dire qui va jusqu'au bout du panier. Puis il y a le taux de transformation au sens bancaire du terme, c'est-à-dire que la transaction qui arrive chez l'émetteur, il faut qu'elle soit acceptée par l'émetteur. Et là, l'authentification, effectivement, devrait donner un certain nombre de plus-values sur ce taux d'acquisition côté émetteur. Si je peux me permettre, c'est vrai que pour nous, e-commerçants, les nouveaux moyens d'authentification, aujourd'hui, on ne les maîtrise absolument pas. C'est-à-dire qu'on a l'habitude du fameux 3DS V1 avec ce fameux SMS qu'on réceptionne. Ça, c'est ancré dans les mœurs des cyberacheteurs, donc on n'a pas de problème. Demain, avec les nouveaux moyens d'authentification, en tant que commerçant, on ne sait pas ce qui va se passer et on craint clairement, on craint une perte de transformation sur la page de paiement. Souvenez-vous, lorsqu'on a lancé le 3DS V1, on observait sur le e-commerce à peu près 15% de non-transformation liées au 3DS. Le client ne recevait pas son SMS, il y avait des problèmes de paiement. Demain, avec ces nouveaux moyens d'authentification, est-ce qu'on sera dans cette même ordre de grandeur ? Est-ce qu'on sera inférieur, supérieur ? On n'en a aucune idée. Donc là, c'est encore une crainte pour nous e-commerçants sur ces nouveaux moyens d'authentification. Et on espère que nos amis banquiers mettront tout en œuvre pour avoir des solutions fluides, sans couture, et qu'on puisse finalement tous travailler en bonne harmonie. Frédéric Claus, vous vouliez intervenir ? Je suis plutôt positif sur cette partie nouveaux moyens d'authentification. Et pour faire un clin d'œil aux paléontologues et aux dinosaures qui sont dans la salle et sur scène, je me mets dedans, qui avons connu la migration 3DS je me souviens déjà plus quand c'était, 2008, voilà. Il y avait des enjeux aussi d'expliquer aux consommateurs comment payer en ligne avec ce nouveau moyen d'authentification. Mais c'était aussi l'enjeu de faire monter l'usage de la banque à domicile, et on avait encore très peu de mobile app qui nous permettaient de gérer nos comptes en ligne et compagnie. Donc là, la maturité des consommateurs, elle est quand même présente, et donc ça va être une migration un petit peu plus simplifiée par rapport à la connaissance de ce que pratiquent aujourd'hui les consommateurs. Et on va aller vers des choses qui seront un petit peu plus fluidifiées, comme la StockGen l'a largement illustré. Donc je voulais être plutôt positif sur ce volet-là. Il y a un autre élément, c'est que quand on a introduit 3DS 1, en fait, on s'authentifiait pour payer en ligne d'une façon différente qu'on faisait des virements externes. Il n'y avait pas encore vraiment une harmonisation, un seul format.
Là, les banques ont éduqué, ont migré leur système et on va vers une certaine uniformisation de ma relation moi, en tant que consommateur avec ma banque émettrice ou ma banque de mon compte courant. Bertrand Pinault. Une petite précision, la solution, pas la solution ultime, mais une solution que réclament certains grands e-commerçants, effectivement, c'est la délégation d'authentification. C'est-à-dire ils garderaient sous le contrôle de la banque la maîtrise des moyens d'authentification, de l'accès au compte du marchand, et cette authentification qui serait faite par le consommateur sous la maîtrise du marchand et avec l'autorisation, enfin ça nécessite, c'est pas directement DSP2, ça nécessite des accords contractuels banque par banque, est une solution qui pourrait être envisagée. Voilà. Est-ce que vous avez envie de réagir sur ce point, Amaury Bentaïd? On a un certain nombre de commerçants, de grands commerçants avec lesquels qui viennent nous voir pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Il y a un élément aussi qui est important, c'est que l'authentification, comme tout le monde l'a compris, c'est assez lié avec, enfin en tout cas, dans les méthodes, c'est assez lié au smartphone, on l'a bien compris. Et donc il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a des différentes technologies de smartphone et donc aussi l'authentification, elle n'est pas la même. Si on a... Alors je ne vais pas faire de publicité parce que je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais il y a les modèles X et les modèles Y. Alors tout le monde aura, j'imagine, aura compris les deux grandes catégories. Et donc voilà, les choses peuvent se faire différemment. Donc ça, c'est aussi un des éléments à prendre en compte lorsqu'on veut faire de l'authentification. Et qui peuvent complexifier d'autant plus, effectivement, les étapes. Je voudrais maintenant savoir un petit peu comment la France se situe par rapport à nos voisins européens sur cette question de la sécurité du commerce électronique et concernant ce plan de migration. Est-ce qu'on est plutôt un bon élève, un mauvais élève? Julien Lassalle, vous qui avez une vision un peu plus européenne, je vous laisse la parole. Alors, effectivement, c'est des sujets dont on discute au sein notamment de l'autorité bancaire européenne, autorité qui doit théoriquement, dans les jours à venir, se prononcer sur le délai maximal autorisé en Europe pour migrer et assurer la mise en conformité avec la directive. Dans ce cadre-là, ce qui est évident, c'est qu'il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a pas de mauvaise autorité nationale, il n'y a pas de mauvais marché national. On a des autorités autour de la table qui ont des marchés très différents. On peut avoir un marché unifié, on paye de façon différente. Pour nous, pour le Royaume-Uni, pour l'Espagne, la question qui se pose sur le paiement sur Internet, c'est d'arriver à migrer les infrastructures cartes et les modes d'authentification. Pour l'Allemagne ou l'Autriche, qui sont grands consommateurs de services d'initiation de virement, l'authentification, elle se fait différemment parce que ce n'est pas le même instrument de paiement sous-jacent qui est utilisé. C'est encore différent dans les pays nordiques. Donc, on a beaucoup de situations différentes. On a des pays qui, historiquement, ont déjà un pied dans l'authentification forte qui est plus avancé que le nôtre. Et donc, il est naturel que les plans qu'on propose, qu'on a présentés chacun de notre côté auprès de l'autorité bancaire européenne, présentent des durées, mais aussi des contenus qui sont différents. Donc en fait, on a une directive qui est censée créer un cadre commun, mais chacun part un peu dans son sens, c'est ça? Oui, parce que l'Europe reste un concept très intéressant avec une uniformisation des réglementations, mais toujours est-il que tant que les habitudes de paiement des citoyens sont différentes, cette réglementation, elle doit être adaptée au cadre dans lequel on l'exerce. Et même si on commence à avoir une convergence sur ces sujets d'authentification, c'est la première réglementation européenne sur l'authentification. C'est normal qu'elle soulève des difficultés que les directives des années à venir auxquelles les directives à venir ne seront plus confrontées. Toujours est-il que on est, en tout cas parmi les États membres autour de table, parmi les premiers à avoir alerté l'autorité bancaire européenne sur le besoin d'un plan de migration, et aussi parmi le camp des dissidents, les premiers à avoir pris publiquement position sur un délai de migration, avec le Royaume-Uni, le Danemark, l'Irlande. Concrètement, si on l'a fait, c'est pas pour embêter l'autorité bancaire européenne, c'est pas pour le fait d'être le mauvais élève de la classe ou c'est entendre que le marché français est à la traîne par rapport au reste de l'Europe. C'est parce qu'il nous semblait légitime, en tant qu'autorité nationale compétente, de donner de la visibilité au marché. On avait cette date du 14 septembre qui fonçait sur nous, pour ainsi dire, ou c'était l'inverse,
Et il nous semblait responsable non seulement d'annoncer qu'il y aurait un plan de migration, ce qu'ont fait la plupart des autorités européennes, mais aussi de pouvoir donner un horizon à nos acteurs de marché. Aujourd'hui, dans les débats européens, je vais être très, très clair, très transparent, on a déjà annoncé qu'on n'avait pas de plan B. Si l'autorité bancaire européenne ou la Commission nous dit c'est 9 mois et pas 18 mois, personnellement, je ne sais pas comment on fait, si ce n'est considérer que la migration est achevée dès lors qu'on a migré 40% des utilisateurs. Donc, ce plan, on l'a adopté formellement, il est publié sur le site de la Banque de France, c'est quand même un symbole assez important, et donc on entend bien pouvoir assurer sa mise en œuvre avec tous les moyens de pilotage et de contrôle qui y seront associés pour justement montrer aux autorités européennes que ce n'est pas de la paresse du marché français, mais c'est un constat de réalisme et un besoin d'assurer une transition qui se passe de façon fluide, de façon efficace. Merci. Pour les sites marchands qui ont des clients en dehors de la France, est-ce que cette absence, pour l'instant, d'uniformisation en termes de délai notamment, est-ce que ça c'est très problématique ? Alors déjà, je voudrais revenir sur un point, c'est qu'en France, on a la chance d'avoir la FEVAD avec nous, donc sur lesquels on est adhérent, et qui a mobilisé en fait l'ensemble des grands e-commerçants français pour trouver, travailler, collaborer ensemble, aussi bien entre e-commerçants que la fédération et les acteurs bancaires. Donc ça, c'était très positif, clairement. Après, on a d'autres pays où cette organisation ne s'est pas faite naturellement ou de manière beaucoup plus difficile. Donc, charge à nous d'aller voir chaque pays, d'aller prendre ce qui se passe au niveau des réglementations, au niveau de l'autorité bancaire nationale, de voir leur position et de récupérer les informations. Donc, à partir de là, il y avait un gros travail de fond quand même et de recherche à faire au niveau des pays. Ouais, donc tout de même très complexe. Assez complexe. Et une fois qu'on a fait cet effet-là, après, c'est quel plan de transition sera proposé par l'autorité nationale du pays. Est-ce qu'on va aussi être sur les 18 mois? Est-ce qu'on aura beaucoup moins, beaucoup plus? Donc, on attend encore quelques informations de certains pays. Néanmoins, l'ensemble des pays, en tout cas pour nos pays de notre groupe, sont plutôt conformes sur le plan de migration. Mais ça a quand même été un travail assez important de récolte d'informations et de sensibilisation. Bertrand Pinault, vous travaillez vraiment sur cet accompagnement-là, oui, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est le rôle même de la FEVAD. Merci, Johan, pour ces remerciements. Mais je soulignerai aussi CB quand même. C'est pas parce qu'on est au forum CB, mais c'est vrai que depuis 3 ans, on a créé avec les commerçants, avec les différentes fédérations de commerçants, un conseil consultatif du commerce avec CB qui porte ses fruits aujourd'hui dans la collaboration qu'on peut avoir sur les sujets de migration. Et puis pour ce qui est de l'Europe, on a effectivement une association européenne qui s'appelle e-commerce Europe, que la FEVAD a fondée d'ailleurs avec l'ensemble des pays européens et qui a été particulièrement active aussi à ce niveau-là pour nous faire redescendre au niveau national les plans de migration des différents pays, où je rappelle qu'il n'y a pas forcément de scheme national, donc il faut se tourner vers d'autres acteurs pour avoir les informations. Loïs Moulin, toujours sur ce point. Alors, nous, on est effectivement un acteur français, mais on va faire un peu d'autosatisfaction si on est quand même un marché qui sait se prendre en main, un écosystème qui sait se prendre en main pour affronter ces grandes migrations. Et ce RTS est l'exemple d'une collaboration, d'une coévolution au sein de l'écosystème qui a été très fructueuse. Je pense qu'on peut dire que les travaux qu'on a menés, parce que moi je me souviens des premiers slides, on présentait, alors je sais plus, on l'appelait période de migration ou phase de transition au sein du Conseil consultatif commerce. Ça date de tout début 2019. Donc les travaux qu'on a menés ont contribué à inspirer, je dirais, fortement un petit peu tout ce qui s'est passé cet été, repris par l'ensemble de la place, avec effectivement la FBF, la Banque de France, la FEVAD et Mercatel. Donc moi je pense qu'on est globalement quand même un bon élève de l'Europe. Voilà. Ça sera une des conclusions. Pour terminer cette table ronde, peut-être un petit mot à chacun sur les prochaines grandes étapes, les évolutions, ce qui vous semble important dans les mois à venir. Amaury Bentaïd. Comme on l'a dit, il y a ce plan de migration, enfin cette feuille de route. Maintenant, il faut la réussir.
Je crois que le travail est devant nous. Chaque phase est importante, la phase pilote, le déploiement, et bien, ça a bien fonctionné pour le mettre en place. Continuons dans cet esprit-là et réussissons cet objectif. Même mise en place. satisfaction, Julien Lassalle? Alors, on est très très attentif sur tout ce qui se passe autour de la mise en conformité de la deuxième directive sur les services de paiement. Il y aura naturellement le pilotage de ces deux plans de migration. La directive, c'est un ensemble plus large. Il y a des nouveaux services de paiement, des questions autour de l'agrégation de comptes, de l'initiation de paiement. C'est des sujets qui sont susceptibles de poser des problèmes du point de vue du consommateur. Il faut que le consommateur s'y retrouve. Qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire sur Internet? À quel moment peut-il confier ses identifiants bancaires à un tiers? Comment va-t-il s'authentifier pour payer sur Internet? Je pense qu'on a devant nous un champ de communication qui est absolument énorme. Donc, en plus de cette charge très importante de migration technique, de développement de solutions, il y a une vraie attention à porter à la communication, au grand public, à faire relayer les informations dans les médias, dans les associations de consommateurs, mais aussi et surtout via les professionnels, via les banques, via les systèmes de paiement, via les commerçants, pour que cette migration, cette mise en conformité des SP2, elle se passe bien et qu'elle apporte les bénéfices qui étaient attendus à la base. La directive, c'est une directive qui protège, qui apporte de la sécurité, qui permet de mieux lutter contre la fraude. Et donc, il faut que tous les acteurs s'en saisissent et se rendent compte que c'est une opportunité pour ce qui nous concerne aujourd'hui, pour l'environnement du e-commerce et du commerce en général. J'ai l'impression que tous les acteurs présents sur cette table ronde, en tout cas, sont conscients effectivement de ces enjeux, à commencer par les e-commerçants, bien entendu, qui ont besoin d'établir cette relation de confiance très forte avec leurs consommateurs. Oui. Si j'ai un message à passer aux e-commerçants qui sont présents ici aujourd'hui, et qui ont déjà aujourd'hui un 3DS sélectif, c'est-à-dire qui démoyennisent le paiement en fonction de la connaissance, le risque, etc. Surveillez, monitorez vos taux d'acceptation, vos taux de refus, banque par banque, si vous le pouvez, monitorez. Et dès que le 3DS V2 est en place, jouez avec. Mettez le doigt dans l'eau, prenez la température, elle est chaude, elle est tiède, elle est froide. Ça vous permettra finalement d'être prêt à cette fameuse échéance de 18 mois et de ne pas avoir de soucis ou de peur ou de crainte. Enfin, il faut vraiment y aller et je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble de l'écosystème s'est mis en ordre de marche pour que ce soit opérationnel. On avait cette grosse crainte initialement, mais finalement, tous les travaux qui ont été effectués depuis bientôt 9 mois nous rassurent et nous font dire qu'il faut qu'on leur fasse confiance et il faut qu'on y aille. Bertrand Pinault, même message. Rapidement, oui, il faut rappeler qu'on est dans une économie très digitale et de plus en plus, et que la sécurité est importante, pas seulement pour le commerce, mais et ça dépasse très largement le commerce. On peut parler aussi d'identité numérique. On est sur cette trajectoire-là avec cette directive. Et dans les domaines, Philippe l'a rappelé, dans les domaines de la santé ou des transports, il peut y avoir aussi des choses au-delà du commerce. Et on est vraiment dans cette évolution globale d'une économie digitale qui a besoin de sécurité. Et nous, commerçants, évidemment, on est favorable à cette sécurité dès lors, effectivement, que la réalité des paiements peut s'opérer. Parce que la meilleure façon de ne plus avoir de fraude, c'est d'arrêter le e-commerce. Il n'en est pas question, évidemment. Et donc, on sera très soucieux dans la phase de transition qui va être un peu bousculée peut-être, mais à terme, on a bon espoir effectivement d'avoir un environnement plus sécurisé et plus fluide aussi pour les consommateurs, ce qui est le but du jeu. Frédéric Loss. Du côté de Worldline, je dirais qu'aujourd'hui, une très grande partie du plumbing et la partie de l'effort de certification, il est derrière nous. On a un certain nombre de pilotes live dans plusieurs pays, aussi bien sur FasterCB que sur les autres schémas. Ceci dans plusieurs pays européens. Donc la partie, je dirais, effort technique est réalisé, certification. On est plutôt maintenant dans le bug fixing collaboratif avec les schémas, parce qu'il y a certains scénarios qui semblent être à clarifier. Voilà. Donc c'est la partie coopération qui est vraiment fructueuse et à nouveau la France est assez remarquable de cohésion sur ça. On ne voit pas le pendant dans certains pays européens où par exemple l'équivalent de la Banque de France est un petit peu plus théorique et un petit peu moins métier. Donc là on a un bon combo, je pense. Et les assos bien sûr. Il y a un autre élément qui est intéressant, c'est qu'on a vu les parcs de banques
systématiser la migration sur 3DS version 1, qui n'était peut-être pas encore tout à fait le cas. Donc il y a eu une migration de 3DS version 1 qui est compliant par rapport à PSD2. Donc le parc bancaire se met à niveau grâce à la technologie qui est en place et qui est accessible. Et je ne peux que souligner les recommandations faites par Fnac Darty sur le fait qu'il faut s'engager sur les mois qui sont à venir, pas attendre l'implémentation et les éventuels extra-délais qui ne seront sûrement pas accordés d'ailleurs. Il faut s'intéresser parce que c'est un élément de différenciation compétitive crucial et c'est un vrai levier de différenciation, cette partie paiement. Et Fnac l'a bien illustré dans son commentaire. Oui, je vais rebondir. Maintenant, on sait tous depuis longtemps que cette réglementation impacte fortement l'ensemble de l'écosystème technique du commerce électronique. L'étape de sidération, si on peut dire, c'était peut-être en 2017. L'étape de sensibilisation, de préparation, elle vient de s'achever. Et maintenant, là, il ne faut pas regarder. On s'est tous très fortement mobilisés en ayant en ligne de mire le 14 septembre 2019. On a dépassé le 14 septembre 2019, mais la ligne de mire, ça n'est pas mars 2021. La ligne de mire, c'est mars 2020. Pour nous, c'est mars 2020. La période de rodage, et je rebondirai sur ce qu'a dit Johan, c'est qu'il faut profiter de cette période de rodage. Elle est très courte, finalement, pour que les commerçants experts fassent tous les tests techniques de bout en bout nécessaires pour que la montée en charge significative en volume puisse commencer à partir d'avril. Donc ne changeons pas de focale, restons aussi mobilisés qu'on l'était le 13 septembre. Moi, j'ai très bien dormi entre le 13 et le 14, j'étais parfaitement confiant. Mais maintenant, voilà, il faut rester réveillé et actif. Nous, chez nous, ce projet, c'est 20% de notre effectif qui est quasiment mobilisé sur ce projet. Sur une petite entreprise au cœur d'un écosystème très important comme Carte Bancaire, c'est extrêmement important. Eh bien, écoutez, merci à tous les 6 pour vos explications sur cette période de transition importante pour tous. Je crois qu'on peut vous applaudir pour vous remercier concernant les... Voilà, merci à tous les 6.